Alessandro, merci, c'est à vous. Bonsoir, Monsieur le Président, et chers membres de la jury, et mesdames et messieurs. Donc, c'est un grand plaisir d'être ici. Et ma gratitude, c'est vraiment sincère et grande. Excusez-moi pour mon français qui c'est pas mal, mais bon, un bon français, c'est une autre chose. Je cherchais ça et j'ai trouvé la masque. Ça, c'est symbolique de ce que nous sommes en train de vivre. Mais bon, mais dans mon français, pas suffisant, je vais essayer de dire quelque chose d'intelligent. Mais c'est difficile après ce que j'ai écouté, parce que soit Joël, soit Emmanuel, vraiment, ils ont dit tout ce qu'on peut dire de brillant, d'intelligent sur ce livre. Je suis sûr que je ne peux pas dire quelque chose de mieux. Et on n'est pas toujours sûr de ce qu'on a fait dans mon métier. On a des perceptions, on soupçonne quelque chose, mais c'est après qu'on découvre vraiment ce qu'on a fait. Et ça ne termine pas avec The Game. Le livre est sorti en Italie et puis dans les autres pays. Et chaque fois, je découvre dans les commentaires de ce livre des choses que je n'avais pas cette certitude d'avoir mis dans le livre. Et je découvre un peu la dimension du travail que j'ai fait. Et dans le temps que j'étais là, j'écoutais les mots de Joël et les mots de Manuel. Et je crois que c'est une des plus grandes satisfactions quand quelqu'un t'explique ce que tu as fait d'une façon si intelligente. C'est pas si important qu'il est en train d'expliquer que tu es un génie. C'est pas ça. C'est vraiment la surprise. C'est un peu comme quand tu vas au théâtre et tu vois une adaptation d'un roman à toi sur la scène, ou quand j'ai vu sur l'écran les films qu'on a fait à partir de mes livres, non? Il y a une sorte de vie posthume, hein? On dit posthume, oui, de ce que tu as fait, et tu comprends qu'ils ne terminent jamais et qu'ils sont dans quelques fleuves et continuent à vivre d'une façon que tu ne peux plus contrôler vraiment. Et bon, j'étais assis là et j'avais cette perception que chaque mot que j'avais écrit dans ce livre-là, c'était encore vivant et ça devient quelque chose dans l'intelligence d'autres personnes. Et la gratitude qu'il y avait dans ces deux textes, c'est quelque chose de magnifique. La gratitude, c'est un sentiment que j'adore. Et pas toujours on a le temps. Et si vous voulez, l'envie d'avoir la gratitude et de pouvoir la manifester, mais c'est quelque chose que j'adore. Quand les gens viennent chez moi et me disent merci pour ça, merci pour cette page, merci pour cette roman, merci pour cette réflexion, merci pour... Et ça, c'est terriblement bien. Bon, c'est vraiment... En général, écrire des livres, c'est un métier plutôt solitaire, très dur, difficile. Mais s'il y a une récompense très belle, c'est celle de la gratitude des gens. Et donc, c'est presque impossible. Je ne veux pas vraiment parler encore du game parce que je ne veux pas détruire l'effet de beauté qu'on a créé avant de moi. Et donc, plutôt, si vous voulez, pour remplir ce temps que j'ai plaisir de partager avec vous, je pourrais juste partager quelques pensées que j'ai eues aujourd'hui, hier, quand j'étais en train d'arriver ici. Je pensais que c'est la première fois que je prends un prix pour un livre d'essai que j'ai écrit, pas pour un roman. Et ça m'a ajouté à me rappeler quelque chose que j'avais très clair quand j'ai commencé ce métier. Mais c'était longtemps que je ne pensais plus à ça. C'était une chose que j'avais oubliée. Alors j'ai dit ici, pour partager, je ne dis pas un secret, mais une petite pièce de ma vie professionnelle. Et quand j'ai commencé, je venais des études de philosophie, et après de musicologie. J'aimais beaucoup écrire, mais je n'avais jamais pensé vraiment d'écrire de fiction.
Je croyais que mon destin, c'était d'écrire des choses d'intelligence ou des choses belles ou intelligentes. C'est tout. Moi, je n'avais pas imaginé d'écrire des romans. Et donc, quand j'ai commencé, et j'ai écrit le premier roman et tout ce qui est arrivé après, bon, et j'avais une sorte de nostalgie pour ma première vocation, qui c'était d'écrire des essais. Et j'avais décidé dans mon privat, dans mon secret, d'alterner les deux choses. Et j'avais juré que pour toute ma vie, j'aurais fait un roman, un essai, un roman, un essai, un roman, un essai. Et ça a duré le premier, deuxième, troisième. Et puis le quatrième, j'ai déjà raté le rythme. Parce que écrire des essais, c'est dur. C'est quelque chose que tu deviens un petit peu plus vieux. C'est vraiment c'est très fatigant d'un point de vue physique. Quand j'écrivais des games, je ne dormais pas. Parce que c'est idiot de dormir quand parce que c'est une histoire de découverte. Bon. Et c'est une fatigue physique différente du roman. Et donc, j'ai commencé avec un essai, qui c'est, comme Emmanuel a rappelé, qui était un essai de musique et de philosophie. Et on ne comprenait presque rien dans cet essai, mais je l'aime beaucoup parce que il y avait déjà tout ce que j'ai écrit après, mais d'une façon illisible, très secrète. Et puis j'ai fait un roman, et puis j'ai fait cet essai dont je suis plutôt fier, qui avait ce titre, L'âme d'Hegel et les vaches de Wisconsin. Il commençait avec des citations c'était un livre sur la musique. Et il commençait avec deux citations. La première, c'était Hegel, qui c'était quelque chose de très... Bon, une cérémonie un peu comme ça. Il disait, la musique, c'est une façon d'élever l'âme humaine. Donc c'était une question d'âme et d'élévation, c'est le romantisme, l'idéalisme. Et puis il y avait cette autre citation qui c'était que selon une enquête de l'université du Wisconsin, les vaches de cet État des États-Unis produisaient 3 fois le lait qu'il faisait d'habitude s'il écoutait de la musique classique. Et donc c'était 2 niveaux exactement de ça. Et j'écris tout ce que je pensais de ça et de le signifiant et de la musique classique dans la culture de l'Occident. Voilà. Et donc, il y avait cette sorte d'alternance qui, pour moi, je sentais d'une façon profonde, c'était un peu comme le mouvement de la pendule, comment on dit, la pendule, vraiment. Et c'est un peu les deux, alors, roman, essai, mais le temps, c'est le même, ok? C'était le temps de ma découverte du réel, du monde, de l'expérience de ma vie. Et il y avait ce mouvement comme ça. Et que j'imaginais régulière, et puis il a fait un peu comme ça, de temps en temps, voilà. Et là, je vois une chose que je partage ici, juste pour ne parler pas de game, parce qu'on a parlé trop bien de ce truc-là. Et ça, il y a quelque chose d'intéressant là. Et je savais ça, que si je voulais comprendre quelque chose, j'écrivais des essais. Et quand j'écris des romans, c'est pas parce que je veux comprendre quelque chose, pas du tout. Et il y a un rapport avec la vérité dans mes romans, dans mon œuvre de fiction, qui c'est très... J'adore ça, mais c'est difficile à expliquer, mais c'est pas du tout la chose directe. Quand j'entends des collègues qui disent la littérature a le devoir de donner une vérité ou sur l'actualité ou simplement sur l'expérience des humains, et chaque fois je sens comme une sorte de, je ne sais pas comment on dit, mais un fastidio bestiale en italien, ça veut dire parce que ça ne m'appartient pas du tout, vraiment. Je n'ai jamais écrit un livre de fiction, un roman, pour comprendre quelque chose. Rien. J'ai essayé une fois d'écrire un roman pour comprendre mon expérience quand j'étais jeune. Et à la fin du livre, j'avais un livre que j'aimais, mais je n'avais compris rien de plus de ce que je savais. Et donc, mon expérience, c'est vraiment que il y a une habitation pour ton désir de comprendre. Il y a une langue, il y a un mouvement de la tête. Il y a une sorte de fatigue physique pour ce que j'appelle essayer de comprendre ce qu'il est en train d'arriver.
oh, ce qu'il y arrivait. Et ça, pour moi, c'est la forme de l'essai, complètement. Et par revanche, le geste d'écrire des romans est beaucoup plus subtil, raffiné, sophistiqué. Et je crois qu'on n'a aucun rapport vraiment avec la recherche de la vérité. Et c'est c'est un geste plutôt féminin d'attente de recevoir quelque chose. Et tu ne sais pas exactement quoi, mais tu écoutes quelque chose et tu attends et tu vas prendre quelque chose. Et dans l'essayisme, c'est plutôt quelque chose que tu... Un jour, j'avais imaginé de comprendre tout ça avec cette image que c'est comme tu es dans une forêt et tu cherches chez toi. Et pour moi, c'est comme ça. Et parce qu'on cherche toujours une maison qui c'est chez nous. Toujours, on fait pas rien d'autre. Ça l'a dit Hölderlin, qui a dit une phrase que j'adore, qui dit, la phrase, elle dit, on revient tout le temps chez soi. On revient tout le temps chez notre propre père. Tout le reste, c'est pas important. L'unique geste que nous faisons. Et donc, quand tu écris, probablement, tu es en train de chercher chez toi, quelque part, peut-être chez ton père, peut-être. Et pour moi, la différence, c'est vraiment que quand j'écris des essais, je cherche les chemins. Je reconnais les chemins, j'ai besoin des chemins, et je fais le plan des chemins pour reconnaître la direction. C'est une orientation, ok? Et je marche dans les chemins. Et si je sors du chemin, je reviens. Et s'il n'y a pas un chemin, je fais le chemin. Parce qu'à la fin, il n'y a plus. Et le chemin à faire, c'est le chemin que tu peux construire. Sinon, il n'y a plus rien. Et si tu ne trouves pas ton chemin, tu ne construis pas ton chemin, bon, tu t'arrêtes là. Tu n'as pas compris, tu n'as pas trouvé chez toi la maison de ton père. Et au contraire, écrire un roman, c'est effectivement marcher au dehors des chemins, complètement. Le chemin ne t'intéresse pas. Quand tu croises un chemin, tu dis, ici c'est déjà passé quelqu'un. Et c'est complètement de mettre les pieds dans le sol qui, c'est pas sûr, hein, qui c'est un sol que je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. C'est une sorte de mélange de rêve, de prémonition, d'un savoir un peu magique, de goût, d'artisanat. Parce qu'il y a une partie énorme d'artisanat. Tu reconnais les plantes et tu dis, oui, ça c'est la zone de la maison de mon père. Tu peux reconnaître les couleurs, les nuances, la lumière entre les arbres, mais ne t'intéresse pas du tout, retrouver les chemins. On va avoir une route déjà tracée pour rejoindre ce que tu cherches. Et donc j'ai un peu fait les deux. Et je me suis basculé entre les deux pour toute ma vie. Et je dois dire que peut-être 2 fois dans ma vie professionnelle, j'ai essayé, un petit peu, je suis réussi à fondre les deux gestes, à arrêter le mot de la pendule dans un point dans lequel il y avait les deux extrêmes, comme ça. Tout dans un petit lieu, dans un lieu précis de ça. Parce que c'était une envie que j'avais en moi, de trouver une sorte de balance entre les deux. Et je crois que j'ai fait ça dans un roman et dans un essai. Et dans le roman, c'est ce roman que j'adore, excusez-moi, mais le public pas trop, donc c'est bien. Mais je l'adore. Et à un certain point, j'avais pensé de m'arrêter après ce roman. Parce qu'il est trop beau. Donc, il y a de la folie quand tu es plus jeune. Et ce roman s'appelle City. Et dans ce roman, il y a beaucoup de pages qui sont des essais, presque. Mais ils ne sont pas des essais. Il y a un professeur qui fait... C'est un genre littéraire, si vous voulez. Et si je regarde ces pages que j'ai fait aussi au théâtre, à rechercher pour toutes les formes ensemble. Et si je lis ces pages, je vois pour un instant la pendule qui s'arrête dans un point de balance de tout ça. Et alors tu trouves une force
particulière. Parce que quand tu es au sommet, le mouvement est très fragile, très fatigué, puis il recommence. Non? Et donc, un essai ou un roman, ils sont fragiles. Mais si tu trouves à un certain point cette force du mouvement, tout dans un point, alors tu as de la force. Et je peux reconnaître un peu cette force. Le public n'a pas aimé trop ça, mais ça toujours m'a semblé fantastique. Et la deuxième fois que j'ai essayé ça, c'est ici, dans The Game, dont le design, dont la forme, c'est très importante. Et The Game commence dans sa forme. C'est pas quelque chose que j'ai pensé après pour rendre plus simple. Dans ma tête, il y avait avant tout la forme. Et la première chose que j'ai fait, c'est de trouver des graphiciens, je ne sais pas comment on dit, des art directors, pour travailler sur les plans et aussi sur la typographie du livre. Parce que j'avais dans ma tête un rythme de réflexion. Et je voulais que dans la page, on pourrait reconnaître ce rythme, cette respiration. Et donc, bien avant que je savais exactement ce que je voulais écrire dans ce livre, j'avais dans ma tête la forme de ce livre. Et je travaillais déjà avec ce mec-là pour chercher les plans et tout ça. Et là, à la fin, je crois que The Game, c'est un livre de philosophie. Dans ce point de vue, je suis vraiment reconnaissant à Coach de reconnaître ça. Lui, qui est un grand, génial philosophe. Et une philosophie dans une forme que la philosophie a eue plusieurs fois dans sa vie, et peut-être dans ces périodes les plus fascinantes. Si vous commencez le discours sur la méthode de Descartes, les premières pages sont une histoire. L'histoire à lui, quand il était jeune. Il y a sa vie, c'est biographique. Il commence avec un récit, pas avec une réflexion, avec un récit. Et plusieurs fois dans la vie de la philosophie, nous pouvons rencontrer cette tendance au récit, tendance à la narration. Et The Game, c'est un peu le petit héritage de cette tradition qui existe dans la philosophie. Et c'est un récit. Et je me rappelle quand j'ai parlé de ce livre à l'éditeur qui est ici et qui a publié ce livre, et je lui disais, bon, oublie un essai sur la révolution digitale, que évidemment l'emmerdait parce que l'argument, le sujet, c'était pas lui très cher. Et je lui disais, oublie ça, ce livre, c'est en effet, je crois, un thriller sentimental. Alors je lui ai raconté c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Alors je lui ai raconté le plot. Il y a un jeune qui découvre des ruines archéologiques, des choses, et à partir de ça, il commence à reconstruire l'idée d'une civilisation qui avait construit tout ça, une civilisation perdue. Et à la fin, cette civilisation, c'est sa civilisation, mais le mouvement, c'est le même. Donc c'est une sorte d'archéologie. Et je me voyais, et dans le texte, il y a ce sentiment de découverte, de risque, d'archéologie, de descendre sous la terre, d'ouvrir des portes, d'entrer où les gens n'entrent pas parce que d'avoir peur de rien, et de faire continuellement des dessins, des plans. J'ai été là, peut-être c'est comme ça, des schémas collégués des choses, tout ça. Comment on pourrait entrer dans une pyramide pour découvrir la civilisation égyptienne ancienne? Et il y a quelque chose de fantastique dans le geste de l'archéologue qui essaie de construire à partir de petits éléments, de petites pièces de réalité. Et il remonte, et il te dit, bon, il vivait comme ça. Et puis peut-être il y a eu une grande bataille, et peut-être aussi un tremblement de terre. Et les deux ont créé des ordres sociaux qui ont à la fin détruit le tardo protozoique, on peut dire, les grands palais de la civiltà de Minoici et Mycenae. Et tout ça à partir de quoi? Des petits murs comme ça, quelque chose de la cuisine, des petits écrits ennuyants, emmerdants,
non? Et tu regardes ça, et tu touches ça, et tu remontes, et tu vois les êtres vivants, hein, les humains qui ont fait ça. Et vous voyez, si vous choisissez d'interpréter ça comme une ruine archéologique et commencer à toucher, allumer un petit peu, étudier tout, les nuances, les couleurs, les poids, les sons, ce qu'il fait, bon, avec les doigts, avec tout ça. Et bon, vous remontez à une civilisation. Et le génial, la chose amusante de tout ça, c'est que dans ce cas, tu remontes à la civilisation dans laquelle tu vis, et tes fils ils sont là, et c'est la pratique de tous les jours. Mais à la fin, c'est une sorte de thriller archéologique. Voilà. Et c'est effectivement une satisfaction énorme de savoir que beaucoup de gens partout dans le monde ont aimé ce voyage et qui m'ont suivi dans cette sorte de voyage. Et en trouvant, une sorte de clarté qu'ils n'avaient pas sur la situation. Et quoi que c'était ça, il y avait dans les mots de Joël un petit peu aussi pour jeter un peu la peur derrière soi et d'être capable de vivre le présent. Et donc, ça donne un sens fantastique, très bon à mon travail. Nous sommes encore dans une société qui a très peur de ce que nous avons fait. C'est pas comme des enfants qui font quelque chose et puis ont peur, s'enfuient. C'est une question compliquée. Et c'est dommage parce que nous avons vraiment construit quelque chose de génial avec cette révolution. Ce qui arrive souvent, c'est que les plus intelligents ont peur, où il y a une sorte de paresse sophistiquée, intellectuelle, qui l'empêche de prendre le game et le tourner dans un sens plus magnifique. Et dans ce temps que nous perdons avec ces doutes, avec ce scepticisme, dans ce temps-là, il y a des gens qui travaillent chaque jour, se réveiller très tôt le matin et prendre le game et le tourner de l'autre côté. L'autre côté, c'est faire de l'argent, c'est tout. De ce côté, c'est un monde dans lequel soit vraiment brillant, fantastique, très vivant, vivre. Et donc, chaque minute que nous perdons à avoir peur de tout ça, c'est une minute perdue dans cette bataille entre ce mouvement et ce mouvement-là. Et je viens ici, j'ai le plaisir de vous rencontrer, de recevoir ce prix. Et je sais qu'ici, il y a une communauté qui travaille chaque jour à tourner le monde que nous avons construit dans une direction que j'aime. Et ça me donne un grand optimisme sur le futur, une bonne humeur, et une grande envie de fêter, d'ouvrir un champagne et passer une bonne soirée avec vous. Une grande reconnaissance à tout le monde. Merci. Merci.